Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. Il y a encore quelques places devant, si jamais, pour les personnes qui sont debout. Alors, je sais que dans cette salle, il y a des habitués de la Semaine du Cerveau, et j'aimerais les remercier de leur fidélité. Cette année, la Semaine du Cerveau fête ses 20 ans. Cela fait 20 ans que Genève, comme d'autres villes à travers le monde, propose, durant une semaine, d'informer le public des dernières avancées en neurosciences et de débattre avec les chercheurs des conséquences de ces découvertes. Alors, pour fêter ces 20 ans, les organisateurs de la Semaine du Cerveau en Suisse ont collaboré avec la Ligue suisse pour le cerveau pour proposer une édition spéciale de leur magazine. Et cette édition est disponible à l'entrée de l'auditoire. Nous proposons aussi cette année une brochure sur le stress réalisée par l'Université de Genève et RTS Découverte dans le cadre d'un projet sur la santé des jeunes mené au Bioscope. Et cette brochure est aussi disponible à l'entrée. Alors, cette année, nous avons choisi de parler des émotions, car c'est un sujet qui est très étudié à l'Université de Genève grâce au Centre interfacultaire en sciences affectives, qui mène de nombreuses recherches sur les émotions, non seulement du côté des neurosciences, mais aussi du côté des sciences sociales et de la littérature. Les émotions, ce sont elles qui colorent notre existence et qui nous informent des expériences auxquelles nous accordons de l'importance. Elles permettent de nous adapter aux événements et nous aident à prendre des décisions. Elles jouent donc un rôle très important dans notre vie quotidienne. Alors, l'étude des émotions est un très vaste sujet. Nous ne pourrons malheureusement pas aborder tous les sujets durant cette semaine. Nous parlerons néanmoins de rire et d'humour demain soir, d'empathie et de compassion mercredi soir, des liens entre désir et plaisir jeudi soir et des troubles de l'humeur vendredi. Je voulais aussi vous dire en fait que les présentations seront disponibles sur le site internet de la Semaine du Cerveau, donc vous pourrez les entendre, les réécouter à partir du site www.semaineducerveau.ch. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir ces sujets passionnants avec nos intervenants durant toute cette semaine. Et pour cette première soirée, nous proposons une introduction aux émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Comment se déclenche-t-elle? Comment s'exprime-t-elle? Pour nous parler de ce sujet, nous avons la chance d'avoir deux grands spécialistes des émotions, à savoir le professeur David Sander et le professeur Didier Grandjean. Nous allons donc commencer par le professeur David Sander, qui est déjà intervenu plusieurs fois à la Semaine du Cerveau, mais jamais pour nous parler des émotions au sens large, et nous sommes très heureux de pouvoir l'entendre sur ce sujet ce soir. David Sander est professeur de psychologie, il est aussi le directeur du Centre interfacultaire en sciences affectives. Ses recherches portent sur les mécanismes impliqués dans le déclenchement de l'émotion et sur la manière dont ces mécanismes modulent la réponse émotionnelle, ainsi que l'attention, la mémoire et la prise de décision. Pour ses recherches, il a été le lauréat du prix Latsis National 2013. Je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup Mona pour l'introduction et puis pour l'organisation de cette semaine extraordinaire. Alors vous parlez d'émotions, c'est particulièrement émotionnel, vous voyez aussi nombreux dans la salle. C'est vrai que c'est très touchant de vous voir venus aussi nombreux. Et on va essayer effectivement avec mon collègue et ami Didier Grandjean de vous parler d'émotions avec notre mission qui est un petit peu de vous donner une introduction générale à la semaine et de donner une introduction générale sur ce que sont les émotions, comment est-ce qu'on pense qu'elles fonctionnent et quels sont leurs effets sur la cognition et le comportement. Alors c'est un peu l'objectif que je me suis donné dans cette première partie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Ça va à peu près? Ok. Alors j'aimerais vous parler de deux choses. Tout d'abord de la manière dont on peut considérer qu'en 2017, on donne une définition des émotions. La manière dont on conceptualise les émotions actuellement. Et puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai des effets de l'émotion, qui sont des effets beaucoup plus positifs que ce qu'on pensait il y a encore une quinzaine d'années, des effets positifs sur la cognition et sur le comportement. À quel point est-ce que les émotions sont très utiles? Alors, pour démarrer, j'aimerais vous poser une première question, qui est de vous demander qu'est-ce qu'une émotion? Alors, vous allez me dire, justement, on est là pour le savoir, ce n'est pas à nous de le savoir déjà. Mais mon idée est un peu de voir quelle est votre intuition par rapport à ce qu'est une émotion.
Et donc, ce que je vais vous demander de faire, ce n'est pas forcément de faire un tour de table pour que chacun donne sa définition d'une émotion, ça nous prendrait un peu trop de temps, mais d'essayer en vous-même de vous dire, imaginez que vous avez Larousse, par exemple, qui vous demande d'écrire la définition noir sur blanc de ce qu'est une émotion pour un dictionnaire. Essayez vraiment de réfléchir à ce que vous pourriez écrire. Prenez 10 secondes, essayez de vous demander ce que vous pourriez écrire. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec cette citation que j'aime beaucoup d'un chercheur. Chacun sait ce qu'est une émotion, jusqu'à ce qu'on lui demande d'en donner une définition. À ce moment-là, il se semble que plus personne ne sache. Mais c'est pour vous donner un petit peu la difficulté que l'on a aussi, en tant que chercheur, à dépasser l'introspection, parce que ça, c'est un piège très fort, en fait, dès lors qu'on s'intéresse aux émotions, ce serait de faire uniquement de l'introspection. Donc on doit se situer, bien sûr, aussi au niveau phénoménologique et introspectif, mais aussi beaucoup au niveau expérimental et faire de la recherche scientifique. Donc j'aimerais essayer d'aller avec vous vers une définition des émotions, en commençant peut-être par un petit exemple, pour vous donner un petit indice d'émotions. Je ne sais pas si ça déclenche déjà des émotions chez certains d'entre vous. Ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est de ne pas vous mettre dans la situation dans laquelle vous étiez tout à l'heure, à essayer de vous demander ce que pourrait être une émotion pour vous-même, mais essayer de vous mettre dans la situation d'un observateur le plus externe possible, et simplement observer comment est-ce que Roger Federer change entre le moment où il n'a pas vraiment une émotion intense et le moment où, vous allez voir, où vous vous en souvenez, il a une émotion intense. Donc au début, il est relativement neutre. Bon, Nadal, on sent qu'il commence à être un petit peu émotionnel. Alors maintenant, je vais vous demander d'observer Federer, d'accord, dans le plus de détails possible. Voilà. Ok. Donc là, vous êtes d'accord que tout à l'heure, il n'avait pas forcément d'émotion, et puis il a une émotion intense. Alors qu'est-ce qui se passe en lui, en fait, entre le moment où il n'avait pas sa réaction et le moment où il a sa réaction émotionnelle? C'est là où, de plus en plus, en sciences affectives, on essaye de décomposer l'émotion. Quelque chose que l'on a appris à travers les décennies, c'est que l'émotion n'est pas un tout unitaire, mais en fait, l'émotion, c'est un ensemble de phénomènes qui sont très connectés l'un avec l'autre, mais qu'on peut étudier de manière relativement indépendante l'un de l'autre. Alors, un aspect qui est important, c'est, on le voit directement, l'expression. C'est-à-dire que son expression sur le visage, dans la voix, au niveau de la posture, change énormément. D'accord ? Et le professeur Didier Granger en parlera beaucoup tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe d'autre chez lui? On voit qu'il y a une réaction du système nerveux autonome. Même si on ne peut pas l'observer, on peut voir éventuellement un petit peu quand même à la couleur de son visage, ou vous-même, vous savez, quand vous avez une émotion, vous avez un peu plus de sueur, vous avez le cœur qui se met à battre plus vite, vous avez un nœud dans l'estomac. Donc ça, c'est une deuxième composante de l'émotion, c'est la réaction corporelle. Une troisième composante de l'émotion, eh bien, c'est ce qu'on appelle la tendance à l'action. Parce qu'en fait, les émotions, chez tous les animaux, de toutes les espèces, le professeur Langanet nous en parlerait encore mieux, ont cette première réaction qui est soit d'éviter quelque chose de négatif, potentiellement désagréable, soit s'approcher de quelque chose de positif. Une quatrième composante de l'émotion, c'est le ressenti. C'est-à-dire que ça fait quelque chose d'être triste, d'être heureux, d'être en colère, d'être indigné, etc. Donc il y a un aspect conscient. Et puis finalement, une composante qui est très peu étudiée, mais qui est un peu une de nos spécialités à Genève, eh bien, c'est la composante d'évaluation cognitive, c'est-à-dire le processus par lequel tout ce dont je viens de parler va être déclenché. Parce que c'est évidemment pas par magie que Federer se retrouve avec cette émotion très forte. C'est parce qu'il a évalué, interprété une situation de sorte à ce que ça déclenche son émotion. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de formaliser un peu ce que je vous ai dit sur un petit modèle pour arriver à une définition des émotions. Alors je vous disais que Federer avait interprété une situation qui a déclenché une émotion positive en lui. Ce qui suggère bien qu'il y a de grandes différences interindividuelles dans les émotions, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent ressentir une émotion face à une situation, genre Federer, et vous êtes d'accord que Nadal n'a pas eu la même émotion. Alors pourtant, ce qui se passait, c'était la même chose. D'accord ? Alors pour ça, je vais vous demander quelle émotion est-ce que vous ressentez en voyant cette photo. Dites-moi, exceptionnellement, on a le droit de parler pendant quelques minutes. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? La tendresse. Ok. D'accord. D'après vous, qu'est-ce que cette petite fille ressent? Jalousie, colère, dégoût,
Indignation? Envie, d'accord. Donc là, vous voyez un peu comme une blague, si vous voulez, je vous fais passer un message qui est extrêmement important pour les émotions, c'est de se dire qu'il y a une subjectivité très forte, mais qui n'est pas forcément là où on la pense. La subjectivité dans l'émotion, elle est presque seulement, ou en tout cas très fortement, dans le déclenchement de l'émotion. C'est-à-dire que ce n'est pas la même situation qui va déclencher de la peur ou de la colère chez deux personnes différentes, d'accord ? Enfin, plutôt une même situation peut déclencher des émotions différentes chez deux personnes différentes ou chez la même personne à différents moments. Par contre, une fois que l'émotion est déclenchée, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, quelqu'un qui la ressent va l'exprimer à peu près de la même manière. Tout le monde va exprimer, en gros, la colère de la même manière, la tristesse de la même manière, le dégoût de la même manière, etc. Donc la subjectivité dans l'émotion, elle est essentiellement dans ce processus de déclenchement. Donc si on accepte que cette petite fille ressent une émotion, eh bien cette émotion est déclenchée par un événement. D'accord ? Elle observe ces deux enfants s'embrasser, tout comme vous avez ressenti de la tendresse en les regardant. Et le fait que l'événement déclenche l'émotion, c'est une des caractéristiques essentielles dans la définition d'une émotion. C'est l'idée que les émotions, contrairement aux humeurs par exemple, sont toujours rattachées à un événement spécifique. Dans notre jargon, on parle d'un objet de l'émotion. Ça peut être une imagination, ça peut être l'anticipation de quelque chose, mais on a toujours... Si vous vous rappelez, la dernière fois que vous avez eu peur à propos d'un danger. Vous n'avez pas juste eu peur. La dernière fois que vous étiez en colère, vous étiez en colère contre une injustice ou contre quelqu'un. Ce n'était pas juste de la colère. La dernière fois que vous étiez indigné, ce n'était pas juste de l'indignation, c'était les résultats aux élections de Trump. Donc il y a des événements particuliers qui peuvent déclencher des réactions émotionnelles. Et en fait, vous voyez aussi que ce n'est pas l'événement seul qui va systématiquement déclencher la même émotion, mais c'est toujours l'événement en interaction avec des motivations, c'est-à-dire avec vos valeurs, ça peut être vos valeurs politiques, vos valeurs esthétiques, comme dans le domaine de l'art, vos valeurs morales, vos objectifs du moment, si vous avez faim, si vous avez soif, etc. Donc en fait, l'émotion ne peut surgir que quand vont se rencontrer d'une part un événement particulier et d'autre part des motivations internes de l'individu. Et comme les motivations varient d'un individu à l'autre très fortement, les émotions vont aussi varier très fortement. Ce qui veut dire aussi que les émotions ne sont pas ou sont très peu des réflexes, parce qu'elles sont modulées très fortement par les croyances, les connaissances des individus. Et puis, ce qui sera la deuxième partie de ma présentation tout à l'heure, ce que l'on sait de plus en plus, eh bien, c'est que les émotions, une fois qu'elles sont déclenchées, elles vont avoir un effet en cascade sur un très grand nombre de processus cognitifs. Et en fait, les émotions sont de très bons amis de la connaissance. Les émotions aident les processus qui sont impliqués dans l'acquisition de connaissances, par exemple la perception ou l'attention. Les émotions aident des processus qui sont liés à la consolidation des connaissances, typiquement les processus en mémoire. Et puis les émotions aident aussi à l'utilisation de ces connaissances, comme par exemple dans des tâches de prise de décision. C'est notamment pour ça qu'on s'intéresse, nous, de plus en plus au rôle des émotions à l'école, parce qu'on sent bien qu'il y a un effet positif potentiellement très fort sur ces questions-là. Et du coup, si j'arrive un peu à ma définition, eh bien on peut voir que l'émotion, c'est un processus dynamique qui se passe dans le temps, qui a un début et une fin. En général, une émotion va durer quelques secondes à quelques minutes. Au-delà, on ne parlera plus d'émotion. Et qui est composée de deux grandes parties, si on veut. Une première partie qui fait partie de l'émotion, qui est le déclenchement. Donc le processus d'interprétation, d'évaluation, qui fait que vous avez plutôt ressenti de la tendresse, alors que la petite fille a ressenti plutôt de la jalousie ou de l'envie. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie de l'émotion, qu'on peut essayer de mesurer dans un peu plus de détails dans nos laboratoires. Je vous donnerai quelques exemples. On va mesurer l'expression, par exemple sur le visage ou dans la voix. On va mesurer le taux de sueur de quelqu'un. On va essayer de mesurer ses tendances à l'action. On peut aussi lui poser des questions pour savoir comment est-ce qu'il se sent par rapport à son ressenti. Et croyez-le ou non, il y a des chercheurs dans le monde qui passent toute leur carrière à n'étudier, par exemple, qu'une seule de ces composantes. Okay ? Et puis après, il faut avoir un schéma intégratif et puis voir comment est-ce que ces composantes interagissent entre elles. Et seule la partie sentiment subjectif ou ressenti, le terme anglais étant feeling, c'est ce qui distingue le terme feeling du terme emotion, et la partie consciente, quand vous savez que vous êtes triste, que vous êtes heureux, que vous êtes amoureuse ou amoureux.
les autres réactions émotionnelles pouvant probablement se dérouler en dehors du champ de la conscience. Et puis, ces différents processus peuvent être modulés, par exemple, par des stratégies que l'on a de régulation des émotions. Vous savez que quand on est en colère, par exemple, ou quand on est triste, eh bien, parfois on aimerait bien essayer volontairement de diminuer sa colère ou de diminuer sa tristesse. Eh bien, on varie les uns et les autres par rapport à nos compétences pour réguler nos émotions, nos compétences pour comprendre les émotions d'autrui. C'est ce qu'on appelle globalement l'intelligence émotionnelle, même si ce n'est pas le terme que nous on préfère, on parle plus de compétences émotionnelles, mais qui vont également modifier ce processus-là. Voilà, donc ici, si vous voulez, vous avez en une dizaine de minutes un tableau de ce que l'on pensait être le processus entre le moment où surgit un événement et puis le moment où il y a une émotion qui peut être ou non régulée et qui va affecter la cognition et le comportement. Alors comment est-ce qu'on étudie ce genre de processus ? On a beaucoup de chance à Genève, figurez-vous, parce que l'on a des laboratoires de recherche qui sont vraiment, je dirais quasiment dédiés à l'étude des émotions, ou en tout cas on a tout le matériel qu'il faut pour essayer d'étudier les émotions, de les induire. Et notamment on a un laboratoire au CMU, donc, vers les HUG, et puis on a un laboratoire là où notre centre est situé, dans le nouveau campus biotech, vous savez, vers le jardin anglais, où dans les deux cas on a du matériel justement où on essaye d'induire des émotions, et on essaye de mesurer soit les émotions, soit les effets des émotions sur la cognition et le comportement. Donc notamment un IRM fonctionnel qui permet de mesurer, si on le dit rapidement, où est-ce que le cerveau est activé quand on a des émotions. Des systèmes d'électroencéphalographie qui permettent d'avoir une idée de quand est-ce qu'il y a un processus émotionnel dans le cerveau. Des mesures de la réaction psychophysiologique, donc corporelle, le cœur qui se met à battre plus vite, le nœud dans l'estomac ou la sueur. Et puis, par exemple, un système de réalité virtuelle dans lequel on croit de plus en plus parce que ça nous permet d'essayer d'induire des émotions relativement réalistes chez les gens. Parce qu'il ne faut pas vous mentir, ce n'est pas si facile que ça en laboratoire d'induire des vraies émotions authentiques chez des participants. Du coup, avoir accès à la réalité virtuelle, ça peut être une technique assez novatrice pour induire vraiment des émotions chez les gens. Alors le fait d'avoir ce genre d'approche et puis d'avoir ces relativement nouvelles méthodes à disposition fait que la vision que l'on a du cerveau émotionnel a énormément changé depuis les années, je dirais, 80 jusqu'à notre époque. Et notamment, il y avait un concept dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le système limbique, qui est cette idée selon laquelle on aurait dans notre cerveau un petit cerveau quelque part qui est le cerveau émotionnel. C'est une vision qui n'est plus vraiment d'actualité. Si je devais résumer très vite, voire trop vite, je dirais que le cerveau émotionnel, c'est le cerveau lui-même. C'est-à-dire qu'il y a énormément en fait, de régions dans le cerveau qui sont très importantes pour nos émotions. Ici, vous avez une vue médiale, c'est-à-dire, imaginez qu'on coupe mon cerveau en deux. J'espère que personne n'aura cette idée-là. Donc on coupe mon cerveau en deux. Et si je me mets de profil, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit que déjà au niveau profond, si vous voulez, du cerveau, il y a énormément de régions qui sont impliquées. Et puis, si jamais on regarde au niveau du cortex, donc ce qui se passe dans des régions un peu plus évoluées, notamment chez l'humain, mais aussi chez nos cousins les primates, eh bien, le néocortex ou le cortex est aussi très important pour les émotions. Et donc, on voit que plein de régions que l'on ne soupçonnait pas forcément être très importantes pour les émotions, que l'on pensait réservées à ce qu'on appelle les fonctions cognitives de plus haut niveau, sont en fait très importantes pour les émotions ou pour la régulation des émotions. Donc notamment le cortex préfrontal dorsolatéral, les cortex préfrontal orbitofrontaux ou ventromédians, peu importe les noms spécifiques, mais des régions qui sont du cortex préfrontal relativement évoluées, qui sont très importantes pour les émotions. Alors du coup, on en arrive à cette idée-là, qui est qu'on est passé d'une vision dans laquelle il y avait un cerveau émotionnel, le système limbique, à une vision dans laquelle il y a beaucoup de régions qui sont importantes pour les émotions. Et une des notions clés est l'idée de distribution de l'information dans le cerveau et de connexion. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, comme vous le savez probablement déjà, est un ensemble de régions très interconnectées. La raison pour laquelle je vous ai mis ce schéma-là, c'est parce que vous avez ici l'amygdale. Alors l'amygdale cérébrale, ce n'est pas du tout l'amygdale qu'on a dans la gorge, mais en fait, elles ont le même nom parce qu'elles ont la même forme en amande. C'est simplement pour ça que ça s'appelle amygdale aussi. Une magnifique forme en amande. Je ne suis pas objectif parce que c'est ma région préférée, je travaille beaucoup dessus. Et cette région-là, en fait, elle est connectée avec
presque toutes les régions du cortex cérébral. Donc les travaux de Young et collaborateurs, par exemple, ont montré qu'il n'y a que 8 régions du cortex qui ne sont pas connectées avec l'amygdale. Et quand vous voyez ça, vous voyez déjà que c'est très difficile d'imaginer que la région qui est la plus importante pour les émotions, probablement, vive sa vie indépendamment du reste du cerveau, ne serait-ce que, étant donné les connexions anatomiques qu'il y a entre l'amygdale et le reste du cerveau. Alors du coup, j'ai choisi 3 exemples dans les 10 minutes qui me restent. Le premier exemple, c'est de vous parler de l'attention. Alors si vous voyez l'image qu'il y a derrière, c'est normal que ça clignote, ça fait partie de l'exercice. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux en premier? Ce qui vous frappe, ce vers quoi votre attention est attirée, c'est qu'il y a peut-être eu une explosion quelque part, il y a un danger potentiel, d'accord? Par contre, vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous explorez la scène visuelle, eh bien vous voyez par exemple, si vous regardez ici, vous voyez que sa cravate change. Pour ceux qui n'avaient pas vu, vous voyez que ces 2 messieurs se voient leur tête totalement intervertir. Vous voyez? Et puis ici, vous voyez aussi que la couleur change. Et l'idée, c'est juste une illustration pour vous dire que quand on observe une scène visuelle, eh bien, notre attention va progressivement se déployer. C'est l'attention volontaire. Mais il y a une autre forme d'attention, on pense, qu'on appelle l'attention émotionnelle, qui explique pourquoi la première chose qui vous a sauté aux yeux, si on peut dire, concerne le fait qu'il y a des gens qui s'enfuient parce qu'il y a peut-être eu une explosion. D'accord ? Et on pense que ces systèmes attentionnels reposent notamment sur des bases cérébrales différentes, et que si jamais vous êtes face à un stimulus émotionnel, eh bien votre cerveau va traiter de l'information, notamment grâce à l'amygdale cérébrale, et va ensuite influencer des régions qui sont impliquées dans des aspects perceptifs, notamment le cortex visuel pour la vision, et c'est ce qui fait que vous allez plus profondément traiter des informations qui sont émotionnelles par rapport à des informations qui sont neutres. Vous allez plus facilement aussi vous concentrer dessus. Et on a fait notamment un travail ici où on a d'une part démontré que ce ne sont pas seulement les stimuli négatifs qui capturent l'attention, comme on l'a beaucoup cru en fait dans cette littérature, mais que les stimuli positifs sont aussi d'excellents capteurs d'attention. Et on a pu démontrer une hiérarchie, si vous voulez, dans la capacité qu'ont les stimuli à capter l'attention. Alors les visages de bébés ou d'enfants très très jeunes sont le type de photos qui vont le plus capter l'attention des individus. Et puis juste après, ce sont les stimuli érotiques, donc des femmes ou des hommes nus, capturent aussi beaucoup l'attention. L'argent capture aussi beaucoup l'attention, etc. Et en fait, tous les stimuli qui sont pertinents pour un individu à un moment donné ont cette capacité de capter l'attention. Par exemple, si jamais vous avez extrêmement faim, eh bien, des stimuli de nourriture vont beaucoup plus capter votre attention extrêmement rapidement que si jamais vous n'avez pas faim, vous êtes dans un état de satiété. Alors, la meilleure amie de la mémoire, c'est justement l'attention. Et beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle on se rappelle beaucoup mieux ce qu'on a vécu émotionnellement, en termes de détails par rapport à un épisode de vie, eh bien, c'est parce qu'on y a fait beaucoup plus attention. D'accord ? Si jamais je vous pose cette question, qui est une question devenue un peu classique quand on s'intéresse au lien entre émotion et mémoire, qui parmi vous se rappelle ce qu'il était en train de faire le 11 septembre 2001, quand il a vu ces images la première fois? Levez la main. D'accord. Maintenant, levez la main ceux qui se rappellent ce qu'ils faisaient la veille à la même heure. Ou le lendemain à la même heure. D'accord. Quelques personnes peut-être parce que vous faisiez la même chose ou parce qu'il y a eu un autre. Voilà, c'est ça. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une illustration assez classique maintenant de l'effet de l'émotion sur la mémoire. C'est-à-dire qu'on pense que la raison pour laquelle vous avez mieux retenu les détails de cet épisode-là, c'est parce qu'ils étaient chargés émotionnellement. Alors vous allez me dire, c'est trivial en quelque sorte, mais on commence à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents. Et là, il y a 3 grandes hypothèses dans la littérature. Il y a une série de chercheurs qui pensent que la raison pour laquelle vous vous rappelez mieux un événement de vie négatif ou positif, j'espère que beaucoup se rappellent leur premier baiser, par exemple, eh bien ça pourrait être soit à l'encodage. Alors l'encodage en mémoire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les premiers processus par lesquels l'information va entrer ensuite dans le système mnésique, donc qui sont très liés à l'attention.
Donc la porte d'entrée dans la mémoire, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Et là, on comprend bien que si jamais on fait plus attention, par exemple, à cette conférence, vous allez un peu plus vous en rappeler. Okay ? Donc l'attention est un très bon ami de l'encodage en mémoire. Mais, selon certains chercheurs, ce n'est pas parce que vous avez plus fait attention à ce qui se passait ce 11 septembre que vous en rappelez mieux maintenant, mais ce serait parce que vous avez dormi après. C'est-à-dire que vous avez consolidé en mémoire, notamment durant certaines phases du sommeil, l'information qui est pertinente, qui est importante pour vous. Et donc, le fait de trier, si vous voulez, pendant certaines phases du sommeil, ce qui est important de ce qui est moins important, fait que petit à petit, on lutte contre un mécanisme naturel qui est l'oubli. D'accord ? On oublie. Mais si jamais on consolide mieux, on va moins oublier. Et c'est ce qui expliquerait qu'on se rappelle mieux. Et puis, une troisième catégorie de chercheurs sont ceux qui pensent que la raison pour laquelle vous vous rappelez mieux de ce que vous faisiez le 11 septembre, c'est parce qu'au moment où je vous pose la question, au moment du rappel, ça réactive des émotions qui vous facilitent d'aller à la pêche au souvenir. Okay ? Donc ce sont 3 hypothèses qui existent dans la littérature. Et puis, je terminerai sur les liens entre émotion et prise de décision. Et je voudrais commencer par vous montrer que ce sont des liens qu'on observe très très tôt dans la vie, avec un petit exemple qui est cette idée que des très jeunes enfants, de moins d'1 an, sont capables déjà de prendre des décisions en utilisant des informations émotionnelles basées sur des expressions faciales que font d'autres individus. Donc l'expérience, c'est une petite vidéo, je vous la mets, elle est en anglais, du coup je vous en dis quelques mots. C'est une expérience dans laquelle vous avez un petit bébé qui a 4 pattes et puis qui veut absolument attraper un jouet qui est juste en face de lui. Okay ? Et puis évidemment, il a envie d'attraper ce jouet. Mais si jamais il approche, il a l'impression qu'il y a un fossé devant lui et que donc si jamais il continue, il va tomber. Okay ? Évidemment, les psychologues ne sont pas cruels, il n'y a pas de fossé. Il y a un plexiglas qui fait que si jamais il avance, c'est totalement sécurisé. Et l'enfant, il est donc dans une situation d'ambiguïté, ce qui est un point clé pour que ce genre d'effet fonctionne. Et cette ambiguïté-là, il faut prendre une décision, est-ce qu'il avance ou non ? Et vous allez voir comment est-ce qu'il utilise des informations émotionnelles dans l'environnement. In this study, babies between 9 and 12 months are brought into the lab and placed on a large plexiglass top table. Half of the table has a checkerboard pattern just underneath the surface. But halfway across is a visual cliff, which the baby can tell drops off steeply. The plexiglass top continues, so it's perfectly fine to proceed. Voilà, donc elle a l'impression qu'elle pourrait But the tomber. baby isn't so sure. And this is a big drop for a baby just starting to crawl. She wants to get across to get the toy, Voilà, donc ça, c'est l'objectif, évidemment. but Là, she's ça- cautious and looks to the opposite end of the table where her mother is. The parent is instructed to smile or make a fear face. If the mother is posing a fear face, the baby typically does not cross this stair step downward, this modified visual cliff or visual step. On the other hand, if the mother poses a smile or somehow poses a nonverbal communication that is not prohibitive but encouraging, the child Yeah. is Il va traverser. much more likely to cross over to her. Alors, ce que j'aime bien dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas besoin de statistiques, c'est-à-dire que tous les enfants dont la maman sourit vont traverser pour avoir le jouet, et aucun des enfants dont la maman exprime la peur ne vont traverser. D'accord ? Mais mine de rien, ça nous dit qu'un enfant de moins d'1 an, il est capable de reconnaître une expression faciale, émotionnelle de ce type-là, alors qui est un peu exagérée, on est d'accord, mais il la reconnaît. Et puis, il est capable de l'interpréter de sorte à désambiguïser une situation et prendre une décision par rapport à cette situation. Et du coup, je vais terminer sur ce modèle, qui est un modèle que l'on pense expliquer l'ensemble des situations dans lesquelles votre émotion peut affecter votre décision. On aurait pu passer plusieurs heures à prendre plein d'autres exemples, mais là, je vous propose un modèle un peu synthétique. Donc, vous serez d'accord avec moi que, quelle que soit la situation de prise de décision à laquelle vous pensez, ça se caractérise par le fait que vous êtes dans une situation et qu'il y a plusieurs options possibles. Quand vous allez voter, quand vous avez choisi, et je vous en remercie de venir ce soir, vous auriez pu ne pas venir, etc. Pour prendre la décision, il y a un processus qui est un processus d'évaluation de chacune des options, qui peut se faire sur plein de critères, notamment des critères émotionnels, mais pas seulement. Et ensuite, il y a une décision qui est prise, vous êtes là ce soir, et ça a des conséquences. D'accord ? À quel niveau est-ce qu'il y a un effet des émotions sur ce processus ? On pense qu'il y a 2 types d'émotions
qui ont un effet sur ce processus de prise de décision. Et vous allez voir que ça explique pourquoi parfois les émotions ont mauvaise réputation dans la prise de décision, mais parfois au contraire qu'elles ont bonne réputation. On entend tout et son contraire. On entend qu'il faut se méfier de nos émotions quand on prend une décision, et au contraire, parfois on entend qu'il faut se laisser guider par nos émotions. Vous êtes d'accord? Eh bien, la raison vient de l'idée suivante. Quand on prend une décision, il y aurait deux types d'émotions, de formes d'émotions différentes, des émotions qu'on appelle intégrées et des émotions qu'on appelle incidentes. Les émotions intégrées, ce sont en fait les émotions qui sont spécifiquement déclenchées par chacune des options. Donc vous vous souvenez, au tout début, je vous disais qu'une émotion a un objet, elle est rattachée à un objet. Donc vous pouvez avoir une émotion qui est déclenchée par chacune des options. Si vous pensez au niveau politique, chaque candidat, chaque programme peut déclencher une émotion en vous. D'accord ? Les émotions incidentes, ce sont des émotions qui sont indépendantes de ces évaluations, mais que vous pouvez ressentir à un moment donné. Par exemple, au moment d'aller voter, il y a une affiche de propagande qui peut déclencher une émotion en vous, d'accord ? Il y a la peur, par exemple, et ça affecterait le vote indépendamment des évaluations elles-mêmes. Ça, ce n'est pas une émotion qui va vous aider, parce que c'est une émotion qui est déclenchée par un processus qui n'est pas lié aux options elles-mêmes. Si je prends un exemple tout simple, la prochaine fois que vous allez acheter un parfum pour vous-même ou à offrir à quelqu'un, eh bien vous aurez probablement ces deux types d'émotions. Vous allez sentir différents parfums et vous aurez des émotions intégrées, c'est-à-dire que chaque parfum va déclencher une réaction affective émotionnelle en vous. Okay ? Et vous pouvez l'utiliser pour prendre une décision. Et en fait, quand vous y pensez, c'est très rationnel de faire ça, parce que vous voulez acheter le parfum qui vous plaît le plus. Donc vous devez utiliser vos émotions pour ça. En revanche, si jamais vous allez choisir un parfum particulier parce que le vendeur fait une expression émotionnelle particulière à ce moment-là, ou il y a une musique particulière à ce moment-là, eh bien dans ce cas-là, l'émotion incidente, elle, ne vous a pas aidé dans votre prise de décision. Donc il existe ces deux formes d'émotions qui peuvent avoir des effets parfois même opposés dans les décisions. Et sur ce, je pense que c'est le bon moment pour que je vous remercie et puis que je passe la parole à mon collègue, le professeur Didier Grandjean. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à David Sander. Nous allons maintenant passer à la deuxième intervention. Nous allons parler en fait des mécanismes qui permettent d'exprimer une émotion et de la reconnaître. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir le professeur Didier Grandjean. Didier Grandjean, en quelque sorte, un habitué de la Semaine du cerveau. On va bientôt lui offrir un abonnement pour ses interventions. Donc, Didier Grandjean est professeur à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation et aussi au centre interfacultaire en sciences affectives. Il s'intéresse aux processus psychologiques et cérébraux de la perception et de la production d'expressions émotionnelles, en particulier dans le domaine auditif et vocal, mais également dans les autres modalités sensorielles, et il cherche à comprendre comment ces modalités sensorielles s'intègrent au système de valeurs des individus. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Mona. Oui, vous m'entendez ? Bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir de suivre David Sander dans son excellente présentation sur le domaine de l'émotion et plus particulièrement en fait sur la reconnaissance de l'émotion. Donc, là, je vais vous parler de comment notre cerveau traite des informations qui vont permettre en fait d'inférer des états mentaux chez autrui et donc de s'adapter dans l'interaction sociale à l'état de l'autre pour moduler mon comportement. Et donc ça va passer par toute une série de mécanismes qui vont impliquer des traitements visuels, donc on va traiter des informations faciales par exemple, vocales, le ton de la voix, je vais y revenir en détail puisque c'est mon dada, et les aspects gestuels et posturaux. On l'a vu dans la vidéo de Federer que David a présentée, vous avez tout un recrutement en fait, d'activations corporelles qui comprennent des expressions faciales, des expressions vocales, du geste, du mouvement, qui vont concourir à cette capacité et aider autrui à décoder l'information, à décoder ces informations pour
attribuer un état mental. Alors ces attributions, comme l'a aussi évoqué David Sander, elles sont sous-tendues par toute une série de mécanismes cérébraux qu'on va discuter plus ou moins en détail. Et donc, on peut scinder en fait en 3 grands domaines ces capacités que les humains ont, mais pas seulement les humains. Hein. Le professeur Langanet en sait quelque chose par rapport à toutes les capacités, par exemple, des grands singes à aussi attribuer des états mentaux chez leurs congénères. Et donc, on a ces capacités conscientes et explicites. Hein, quand vous reconnaissez l'émotion chez autrui, vous vous apercevez que cette personne est irritée ou triste, et vous allez donc vous adapter. Mais, c'est aussi un des éléments qui a été évoqué par David, notre système il est aussi capable d'être capturé par des informations émotionnelles dans l'environnement. Il y a toute une série de travaux, on va en voir quelques-uns, qui montrent que lorsque quelque chose est en dehors de votre focus attentionnel volontaire, donc là où vous portez votre attention volontairement, s'il y a de l'émotion, s'il y a de l'expression faciale, s'il y a de l'expression émotionnelle vocale, eh bien votre attention va être dirigée vers ce stimulus qui est particulièrement pertinent. Et puis enfin, c'est possible même, et ça je vais aussi vous le montrer, que l'émotion, elle soit traitée indépendamment, complètement indépendamment de la conscience que vous avez, vous, comme sujet pensant, d'avoir été exposé à une telle information. Et on pense que c'est un système très important dans l'évolution des espèces qui a permis de survivre et de détecter dans l'environnement des dangers potentiels, par exemple. Alors, l'expression faciale, parce que je vais commencer par ça, elle est largement étudiée à travers une multitude de laboratoires dans le monde, et il y a un chercheur bien connu, Paul Ekman, dont vous avez peut-être entendu parler dans la série Lie to Me, qui justement instrumentalise ces expressions, ce qu'on appelle des micro-expressions, qui sont utilisées pour détecter, paraît-il, le mensonge. Et donc il a développé tout un système de codage des expressions faciales, en fait, qui décrivent les mouvements faciaux de manière très systématique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a toute une typologie de ce qu'on appelle des unités d'action, le froncement de sourcils, le sourire, le zygomaticus, etc., qui correspondent, qu'on met en lien avec des interprétations d'états mentaux. Et là, vous avez une étude faite par Sheens, par l'équipe de Sheens à Glasgow, qui montre quelles sont les régions critiques d'informations sur le visage pour être capable d'inférer un état émotionnel. Là, je vois, vous voyez que c'est évidemment les lèvres et le zygomaticus, la surprise, l'ouverture de la bouche, la peur, particulièrement les yeux, on va y revenir, la colère, le froncement des sourcils, le dégoût, le retroussement du nez, la tristesse, les plis frontalis, et puis neutre, une répartition beaucoup plus équilibrée. Donc on a tout un système d'attention visuelle et de mouvements oculaires qui vont nous permettre en fait d'inférer un état mental sur base ici visuelle. Alors évidemment, la question qui est au cœur de nos recherches, c'est comment cette masse gélatineuse de neurones dans votre tête est capable de processer toutes ces informations et d'inférer ces états mentaux. Alors peut-être je dois juste évoquer 2 grandes voies du système visuel. C'est ce qu'on appelle la voie dorsale, donc toute cette partie par-dessus votre tête qui va permettre de situer les objets dans l'espace. Et puis cette voie ventrale, donc inférieure, qui va permettre de reconnaître des objets. Et il y a une région qui est très centrale dans cette voie ventrale qui va permettre de décoder des visages. Lorsque vous êtes face à une expression faciale, eh bien, l'information visuelle va rentrer sous vos hémirétines, être projetée à l'arrière de votre cerveau, dans le cortex occipital, qui va traiter
les informations visuelles et construire cette représentation visuelle subjective auquel vous avez accès. Dans cette voie ventrale, vous avez une région, ça s'appelle le cortex fusiforme, qui est centrale dans la capacité de reconnaître les objets. Et une sous-région de ce cortex fusiforme, la fusiform face area, est centrale pour reconnaître des amis, des voisins, etc. Et il y a en fait une similarité entre les humains et les singes, et les grands singes également, c'est qu'on a les deux systèmes, et là c'est une vue de dessous du cerveau, comme si j'étais comme ça, qu'on m'arrachait le bas du visage. Vous avez en fait une région temporale ventrale, cette région des visages, qui permet à l'humain de reconnaître Pierre et de le distinguer de Paul, et aux macaques de distinguer leur ami de leur ennemi, par exemple. Et vous avez des observations en neuropsychologie clinique liées à des lésions cérébrales. Hein, donc, ces régions-là peuvent être détruites à l'occasion, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral, et les gens ne sont plus capables de reconnaître leurs femmes ou de reconnaître leurs enfants, mais uniquement sur base visuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à des représentations fines de l'identité sur base visuelle. Il y a un cas très intéressant qui avait été décrit par Assal il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. C'était un fermier qui reconnaît ses vaches. Il savait qui était Marguerite de Cunégonde. Et il a fait une lésion dans cette région. Il était plus capable de reconnaître la tête de ses vaches. Ça montre que c'est un processus en fait, qui permet d'identifier de manière très fine des aspects identitaires dans un espace de variance qui est relativement restreint, qui est la conformation du visage de base de l'humain. Alors, David a déjà évoqué cette région, et puis évidemment, je ne peux pas ne pas la nommer, c'est la fameuse amygdale, hein, au centre de votre cerveau, dans les lobes temporaux, qui a une structure hyper connectée à tout un réseau, comme l'a évoqué David, et dont on pense qu'elle est impliquée dans la détection automatique d'éléments pertinents dans l'environnement. Et cette idée, développée par Joe Ledoux à New York, c'est que vous avez deux voies en fait, visuelles. Une voie qui projette sur ce fameux cortex occipital, qui permet d'avoir une représentation détaillée du visage et qui va permettre l'identification de l'objet, de Paul, Pierre, Jacqueline. Et puis une voie beaucoup plus rapide, en passant par le thalamus, qui va directement à cette fameuse amygdale et qui va influencer toute une série de traitements dans cette voie ventrale, dans ces régions corticales, mais également aussi induire ces fameuses réponses émotionnelles qui est d'avoir tout d'un coup une activation cardiaque augmentée, de la sueur, etc. Tous les symptômes de l'émotion. Cette région, comme l'a évoqué David, elle est connectée à tout le réseau qui est impliqué dans la vision. Donc on a vu que la vision part au niveau cortical de ce cortex occipital, la partie arrière de votre tête, et puis progressivement, il y a une complexification des représentations, en fait. Et les inputs ou les entrées, si vous voulez, de cette région amygdalienne, eh bien, va toucher toutes les étapes de la représentation visuelle et va permettre, par exemple, d'augmenter votre acuité visuelle dans des situations d'urgence ou de haute pertinence, par exemple. Alors, parmi les méthodes qui nous permettent d'investiguer le système nerveux central, il y a des méthodes qu'on dit non invasives, c'est ce qu'a évoqué David Sander, mais on a aussi, avec des collaborations avec des cliniciens, la possibilité d'enregistrer directement au sein du cerveau d'individus qui, pour des raisons cliniques, ont des électrodes, c'est-à-dire des petits systèmes qui permettent de mesurer in situ, au sein du cerveau, les activités cérébrales. Et une des régions qui est souvent investiguée pour des raisons cliniques, évidemment, on ne s'amuse pas à mettre des électrodes dans la tête des gens pour faire de la recherche, c'est
uniquement liées à des raisons cliniques, eh bien, une des régions qui est candidate à ces épilepsies qu'on dit pharmacorésistantes, c'est l'amygdale et l'hippocampe. On a la possibilité d'enregistrer pendant une dizaine de jours ces patients en réponse à différents stimuli. Et ici, vous avez une illustration des résultats qu'on a répliqués sur toute une série de patients. Donc, lorsque le patient est exposé à un visage de peur de ce type-là, comparativement à un visage dit neutre ou une maison, eh bien, vous voyez qu'au niveau cérébral, donc la ligne rose ici représente ce qu'on appelle l'apparition de l'image, et puis vous avez le temps sur cet axe et l'activité cérébrale sur cet axe en termes de fréquence, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'en rouge, vous avez au sein de cette structure amygdalienne une augmentation très importante de l'énergie qui est déployée par les neurones comparativement à une situation d'un visage neutre qui engendre quand même une réaction importante dans cette région, mais plus tardive. Et là, il y a toute la notion d'urgence qui est importante, mais qui n'est pas du tout modulée par un stimulus comme une maison. Et on a montré que cette activité qu'on mesure au sein de l'amygdale, ici, eh bien, disparaît lorsqu'on sort de cette structure. Donc c'est vraiment une activité qui est très sélective en réponse à une information émotionnelle, ici portée par un visage. Ce qui a été aussi démontré par Ralph Adolphe, c'est que lorsque vous avez des lésions bilatérales de l'amygdale, ici vous avez à la place de l'amygdale des trous, en fait, c'est-à-dire c'est un patient qui n'a plus d'amygdale. Il y a différentes origines, étiologies cliniques pour de telles scléroses de l'amygdale. Eh bien, il était incapable de reconnaître la peur. Lorsqu'on a des sujets contrôle, vous voyez qu'à l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure, les yeux sont extrêmement importants pour inférer un état de peur. Les mouvements oculaires que fait SM pour explorer le visage ne sont pas centrés sur les yeux. Et, par conséquent, ils n'arrivent pas à inférer l'état mental d'autrui en termes de peur ou de frayeur. Lorsqu'on lui dit explicitement maintenant, fais attention aux yeux, alors il a un comportement qui est très similaire au contrôle. Ce qui est important ici, c'est que nous, sans absolument en avoir conscience, on va porter notre attention visuelle sur une région dont on sait qu'elle est cruciale pour détecter l'émotion, alors que ce patient, il faut qu'on lui dise explicitement de prêter attention aux informations pertinentes pour qu'il soit capable d'inférer l'émotion. Donc il y a une sorte, ce qu'on appelle une dissociation automatico-volontaire. Par ailleurs, chez les sujets contrôle, nous tous, tout venant, on a montré que lorsqu'on flash en quelques dizaines de millisecondes, ici 33 millisecondes, mais c'était répété en 17 millisecondes, c'était répété à des temps vraiment très réduits. Donc vous n'êtes pas conscient d'avoir vu ce visage parce qu'il est flashé tellement rapidement que votre système sensoriel n'a pas le temps d'élaborer une représentation. Il est immédiatement remplacé par un visage dit neutre. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, vous avez systématiquement les régions amygdaliennes qui augmentent d'activité indépendamment, c'est là le point important, indépendamment de la conscience du sujet d'avoir capturé cette information visuelle. Ça veut dire que notre cerveau primitif, l'amygdale c'est une structure qui est très ancienne sur le plan phylogénétique, cette structure traite de l'information dans l'environnement dont on n'a pas du tout conscience. Et on pense que c'est très important dans toutes les capacités de compétences émotionnelles d'avoir ces mécanismes qui permettent de détecter des petites modifications étranges dans le comportement d'autrui et qui vont initier des réponses spécifiques chez l'individu. On a vu tout un pan de recherche sur l'expression faciale, mais on s'intéresse aussi à l'expression vocale, à la modulation de la voix,
lors d'un épisode émotionnel, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes irrité, vous allez avoir des modifications de ce tractus qui vous permet de générer du son, et ça va s'entendre. Et c'est assez intéressant d'ailleurs d'avoir les étudiants qui présentent des travaux en classe, parce qu'ils ont l'air parfaitement calmes et sereins, mais avec une voix très chevrotante, un peu comme moi ce soir. Et il y a une région qui est particulièrement étudiée dans le contexte de l'émotion dans la voix, c'est l'équivalent sur le plan auditif de ce qu'on a vu sur le plan facial, c'est-à-dire une région décrite par Pascal Belin dans les cortex temporaux, donc de côté, pas très loin des oreilles en fait, qui vont traiter spécifiquement, qui vont être augmentés spécifiquement en réponse à la voix humaine. Cette région, chez les singes, est aussi augmentée en réponse aux vocalisations de leurs congénères, pas pour l'humain. Donc une spécificité d'espèce dans le traitement des vocalisations des congénères avec lesquels on interagit. On a utilisé une petite sophistication expérimentale qui consiste à présenter aux participants, dans une étude en imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, deux voix différentes en même temps à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Et on demande aux participants de porter son attention spécifiquement sur une oreille. Donc on peut comme ça s'amuser à présenter des voix de colère et neutre en même temps, l'attention étant portée soit sur la voix neutre, soit sur la voix de colère. Ce qui nous intéressait dans cette étude, c'est de pouvoir tester l'hypothèse selon laquelle la capture attentionnelle des visages a son équivalent dans le domaine vocal et que la voix peut aussi capturer l'attention de manière automatique. Alors, ah oui, je vais vous faire écouter ces petits sons. Het Sandy from UNC. Voilà, pas très content. Het Sandy from UNC. Plus calme. Donc avec ce petit paradigme, on a pu démontrer pour la première fois que dans cette région sensible à la voix humaine, entourée par cette ligne bleue, vous avez une augmentation de l'activité cérébrale indépendamment du fait que l'attention soit portée ou non au stimulus émotionnel. Et donc c'est une signature corticale de la capacité du système à représenter des éléments émotionnels en dehors du focus attentionnel, en dehors de là où je porte volontairement mon attention. Et on a montré également avec David que non seulement il y avait cette région dans les cortex temporaux, mais également cette fameuse amygdale. Lorsque les gens sont exposés à de l'émotion indépendamment de leur attention, eh bien, vous avez une augmentation d'activité significative dans cette région cérébrale spécifique, qui n'a évidemment rien à voir avec une région auditive spécifique. On a aussi montré qu'au-delà de ces régions qui sont modulées de manière indépendante de l'attention par l'émotion, que d'autres régions cérébrales sont modulées par l'attention portée à l'émotion. C'est-à-dire que quand les gens étaient exposés à ces voix de colère et qu'ils portaient leur attention du côté où la colère était présentée, vous avez une augmentation d'activité importante dans un cortex que moi j'adore, qui est le cortex orbitofrontal, médian, ventromédian, qui est une région qui code pour les valeurs, pour toutes ces capacités du système à évaluer des aspects positifs ou négatifs de manière aussi sophistiquée que, par exemple, dans la moralité. Il y a toute une série de travaux sur les liens entre moralité et émotion par rapport à cette région du cortex orbitofrontal. Et on a aussi montré qu'il y avait aussi une augmentation d'activité dans les régions visuelles qu'on a interprétées comme la capacité de l'amygdale en fait, de moduler tous les cortex sensoriels pour préparer à percevoir de manière avec une meilleure acuité les stimuli présentés.
On a aussi montré qu'on a évidemment, face à l'émotion, et ça a été évoqué tout à l'heure par David Sander, des différences interindividuelles. Et on a différents types de mesures qui nous permettent de caractériser des différences en termes, ici, de réponse à la punition. Donc, sur cet axe, vous avez la sensibilité à la punition, telle qu'elle est mesurée par un questionnaire auto-rapporté que les gens remplissent, et le niveau d'activité dans cette fameuse région du cortex orbitofrontal. Et ce qu'on voit, c'est une corrélation significative, donc un lien significatif, positif. Plus je suis sensible à la punition, plus mon cortex orbitofrontal s'active lorsque je prête l'attention à ces stimuli colériques qui sont une sorte de punition. Donc on a montré dans le domaine de l'audition, à l'instar de ce qui a été démontré dans le domaine de la vision, que vous aviez des processus cérébraux qu'on pouvait qualifier d'implicites, c'est-à-dire qui sont en dehors d'une quelconque modulation par la tâche, parce que vous êtes en train de faire. Et ce sont le thalamus et les noyaux gris centraux qui projettent sur l'amygdale, cette fameuse amygdale, on en parle sans arrêt, du cortex auditif primaire et secondaire, et des régions qui sont alors modulées par l'attention, par la tâche réalisée, que sont les régions plus postérieures temporales et les régions frontales. Et ça évoque aussi l'importance de ces régions corticales dans les processus émotionnels chez l'humain et chez les grands primates. Au-delà de systèmes visuels et systèmes auditifs, on s'intéresse, dans le domaine visuel, à la capacité du système à représenter l'émotion sur le geste. On a vu tout à l'heure Federer, il a toute une activation corporelle qui peut être encodée aussi par tout un système cérébral. Et donc, on présente des images de ce type-là, donc quelqu'un qui verse de l'eau, comparé à une posture ou une gestuelle de protection. Ce qui a été montré, c'est qu'à l'instar de cette région dans le cortex visuel temporal sélective au visage, vous avez une autre région qui encode pour les corps. On a une région spécialisée dans le traitement de l'information corporelle auquel on est exposé. Ça s'appelle la région du corps. Et lorsqu'on présente ce type de stimuli à des participants, eh bien, on montre l'activation de tout un réseau et qui, à l'instar de ce qu'a raconté tout à l'heure David Sander, implique toute une réaction corporelle. Ce n'est pas juste une représentation abstraite, mais il y a toute une série de mécanismes de détection de ces postures ou de ces gestes émotionnels qui vont être représentés sur le plan visuel, mais vous pouvez déjà réagir sans du tout être conscient de voir ces corps, en mouvement, implique tout un processus émotionnel amygdalien, orbitofrontal, je ne reviens pas là-dessus, mais aussi et surtout une représentation de l'action qui va générer des réponses motrices. Et comme ça, on peut avoir, dans une situation dans laquelle il y a une urgence à réagir à un corps qui vient vers vous menaçant, par exemple, il va y avoir tout un réseau cérébral qui va vous permettre de réagir à ça de manière extrêmement automatique et qui, in fine, vous protège comme individu. Donc, dans la perception, le corps est central et c'est les fameuses théories de l'embodiment. C'est cette idée que lorsque vous voyez quelqu'un sourire, vous ne voyez pas juste une représentation visuelle abstraite, vous simulez ce sourire intérieurement, et on va voir pas que intérieurement, impliquant votre corps et générant des modifications corporelles qui, in fine, vont aboutir à la capacité d'empathie, cette fameuse empathie qui sera l'objet d'une soirée de mercredi. Donc percevoir un sourire, ce n'est pas juste voir une représentation visuelle, c'est aussi activer de manière très subtile, par exemple, les zygomaticus. On pense que c'est un élément essentiel pour augmenter la finesse de représentation de l'état mental d'autrui que de simuler l'émotion
perçue. Et, pour faire bref, face à un sourire ou face à un froncement de sourcils, eh bien, vous avez une très légère, c'est petit carré, c'est la joie, une très légère activation de votre muscle zygomaticus. Ça ne se voit pas. Mais nous, on arrive à le mesurer avec ce qu'on appelle de l'électromyographie. Et c'est l'inverse pour le corrugator. Donc, quand vous êtes face à un visage de colère, vous avez une très légère activation de votre muscle utilisé lorsque vous êtes en colère. On a montré aussi que c'était résistant à l'inhibition. C'est-à-dire que même si on vous dit « ne souriez pas, contrôlez votre sourire », eh bien, vous avez quand même une petite activation de vos zygomaticus lorsque vous êtes exposé à un sourire. Cette capacité d'imitation, et je vais finir là-dessus, cette capacité d'imitation, elle est liée à un système qui a été décrit, ou en tout cas auquel il participe, c'est le système des neurones miroirs. C'est essentiellement dans ces régions préfrontales, qui sont aussi, et la découverte a été faite chez les singes, aussi présentes chez les singes et les grands singes, qui permettraient, par une imitation, de se représenter l'émotion d'autrui, utilisant notre propre ressenti pour être face à l'autre. Évidemment, c'est très important dans les interactions sociales. Mais se représenter l'émotion d'autrui, ce n'est pas juste se représenter un état statique, mais c'est se représenter les intentions de l'autre dans les quelques centaines de millisecondes qui vont venir dans l'interaction. On a des machines à prédire le futur, hein, à une seconde, quoi. Et ce qui a été démontré, c'est que lorsque vous avez la préhension d'un objet, donc un mouvement de ce type-là, vous avez ces neurones qui déchargent à la perception, ce sont les mêmes qui déchargent à la production. Hein. Mais lorsque vous n'avez pas l'objet, eh bien, cette diminution diminue de manière drastique. Et donc, c'est plus l'intentionnalité du geste qui est encodée par le système que le geste lui-même. Et ça, c'est très important pour prendre en compte ces capacités d'empathie. Et c'est même détecté de manière très précoce, puisque lorsqu'on cache la dernière partie, donc on ne sait pas si l'objet est saisi ou pas, eh bien, la dynamique du mouvement initial, déjà, a des signatures qui permettent d'inférer l'intentionnalité. Ça a été montré qu'en fait, ce système de neurones miroirs, qui est très actif chez l'humain quand il doit interpréter une expression faciale, par exemple, est un réseau distribué, mais qui implique ces régions frontales de manière très importante. Et la différence qu'on observe avec ce qu'on appelle des enfants ou des jeunes adultes qui ont des troubles envahissants du développement, ce qu'on appelle l'autisme de manière plus générale, montre une diminution d'activité de ces régions, comme s'il y avait une difficulté à attribuer de l'intentionnalité dans l'interaction et de l'utiliser pour moduler son propre comportement. Donc un réseau probablement crucial dans notre capacité à entrer en résonance avec autrui, exactement la difficulté qu'ont ces jeunes enfants, jeunes adultes. Ça a aussi été montré que l'activation de ces régions frontales est corrélée à la sévérité des symptômes. Donc plus vous avez une difficulté à interagir avec l'autre, plus vous avez une diminution d'activité dans cette région. Donc elle semble cruciale pour être capable d'inférer l'état mental d'autrui. Pour finir, la perception des émotions implique des réseaux sensoriels spécifiques, hein, qui de la région du visage, qui la région des voix, qui la région des corps, mais également des régions intégratives communes, la fameuse amygdale, le cortex orbitofrontal, entre autres. Et la perception émotionnelle n'est pas uniquement abstraite, elle implique le corps et ses réactions, et c'est un élément qui est d'une importance fondamentale dans ce système pour des capacités d'empathie et des compétences émotionnelles. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup au professeur Grandjean. J'invite nos intervenants à s'asseoir ici et on va prendre des questions. Donc nous avons des personnes qui ont des micros. Si jamais attendez que
ces personnes viennent avec le micro pour poser la question. On va se décaler. Alors les personnes sont là. J'aimerais qu'il y ait une question. Oui, oui. Il y a une première question. On va juste attendre encore 2 minutes que les gens puissent sortir. Quand ils entendent leur propre instrument, il y a une notion spécifique de qui des musiques qui permettent de... Vous pouvez poser la question. Vous pourriez nous dire quelque chose sur l'état actuel des recherches qui se font éventuellement ici à Genève sur la musique comme déclencheur d'émotions? Oui, merci. Alors, il se trouve que c'est aussi mon autre dada, la musique. Et donc, on mène toute une série de travaux sur la capacité de la musique d'induire des émotions. Et on a développé tout un modèle, en fait, en 9 dimensions, qui va au-delà, justement, de ce qui avait été proposé jusqu'alors, d'étudier joie, peur, tristesse, colère, dégoût dans le contexte de la musique. Ça fait aucun sens, colère et dégoût dans le contexte de la musique. Et donc, on a montré que la tendresse, l'émerveillement, des émotions, nostalgie, des émotions plus complexes sont clairement induites par la musique. Mais ça, si vous aimez la musique, vous le saviez déjà, moyennement intéressant. Mais par contre, ce qu'on a montré, c'est qu'en effet, il y a aussi tout un réseau cérébral qui est activé en réponse à la musique. Et on a montré que, et je l'évoquais juste ça avec David, qu'en fait, à l'instar de ce qu'on voit avec l'expression faciale, donc dans cette capacité du système à imiter, à simuler un mouvement facial, on a la même chose chez les musiciens. C'est-à-dire, si vous exposez des violonistes à des sons de violon et que vous comparez ça à des cornistes, eh bien, leurs muscles qui sont habituellement utilisés dans la production sont suractivés, très légèrement suractivés. Comme si écouter son propre instrument induisait une représentation corporelle de l'action qui permet de réaliser la musique. Et on a montré que c'était modulé par l'expression musicale, c'est-à-dire plus c'est expressif, plus vous avez une activation motrice spécifique. Voilà, entre autres, il y a peu de choses. Ok, une question là-haut. Oui, merci pour la présentation, j'ai beaucoup aimé. J'avais une question par rapport au début de la présentation, lorsque vous disiez que l'émotion était déclenchée donc, par l'interprétation d'un événement. J'ai 2 questions en fait qui se suivent. La première, c'est est-ce qu'on peut changer cette interprétation? Et si c'est le cas, comment on peut le faire? Voilà, merci. D'accord. Alors, effectivement, vous avez énoncé quelque chose de très très important dans le domaine et qui est un des thèmes les plus étudiés, je dirais maintenant, dont c'est vrai on n'a pas eu trop le temps de parler, mais ce sera un petit peu discuté vendredi, je pense, quand ils parleront des troubles de l'humeur. C'est toute la grande thématique de la régulation des émotions et du contrôle des émotions, en se demandant comment est-ce que finalement un individu peut, une fois que l'émotion est déclenchée, avoir un certain contrôle dessus. Il y a 2 grands types de stratégies de régulation émotionnelle, comme on les appelle. Une première grande stratégie, c'est ce qu'on appelle le reappraisal ou la réévaluation, qui est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire modifier l'interprétation d'une situation, de sorte à en changer la signification, ce qui, on l'a bien compris, modifierait l'émotion conséquente. Et j'y reviens. Et l'autre grande stratégie, c'est la régulation, non pas du déclenchement, mais des 4 autres composantes dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'expression, les tendances à l'action, le ressenti ou la réaction physiologique. Alors, modifier son expression seulement, ce serait par exemple, si vous êtes en colère contre votre patron,
faire quand même un grand sourire malgré tout. C'est-à-dire que vous contrôlez votre colère en exprimant autre chose. Ou alors jouer sur sa respiration, par exemple. C'est une manière de modifier la physiologie. Ou essayer de se convaincre qu'en fait, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, pour changer son ressenti. D'accord ? Mais la première dont vous parlez, c'est la réinterprétation qui consiste à essayer de modifier la signification d'une situation, soi-même, de manière volontaire, de sorte à en changer la conséquence émotionnelle. Un exemple typique qu'on fait toutes et tous, c'est si on est au cinéma puis qu'on est face à un film assez émouvant et puis qu'on a une petite larme à la fin, il y a quelqu'un qui nous dit « Ouais mais attends, c'est qu'un film ». Et du coup, on réinterprète la situation comme étant de la fiction plutôt que comme étant réelle, et notre émotion, par exemple de tristesse, va être diminuée. Ou alors, si jamais on est en colère contre quelqu'un, parce qu'on se sent insulté, eh bien le fait de se dire peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès, on le fait toutes et tous, ça enlève l'intentionnalité de l'autre personne, et du coup, si jamais l'acte d'agression ou d'insulte n'est pas intentionnel, on aura beaucoup moins de colère. Et là, on est d'accord, on est vraiment dans l'interprétation. Et c'est en fait une technique très très ancienne qui a été décrite en philosophie antique déjà, de changer le sens des situations. Et c'est une des manières, c'est une des raisons pour lesquelles on considère que les émotions ne sont probablement pas des réflexes, parce qu'on a une certaine maîtrise, si vous voulez, dans une certaine mesure, on est d'accord, c'est pas si facile, mais dans une certaine mesure, on a un certain contrôle sur le sens que l'on donne à une situation pour qu'il déclenche ou non une émotion en nous. Ok, une autre question ? Là-haut ? Oui, il y a encore des questions ici. Oui, allez-y. Je me demandais s'il y avait des recherches sur l'ordre un peu au niveau des émotions, par exemple pour l'expression, les réactions corporelles et le ressenti, si on sait par exemple qu'on aurait le rythme cardiaque qui accélère avant que le conscient se rende compte que c'est une émotion et l'interprète ou... Voilà. Bon, c'est embêtant parce que je ne sais pas qui parle. C'est tout là-haut. Ça fait drôle. Ah voilà, ouais, ça aide. Merci. Donc oui, il y a toute une série de recherches qui ont essayé et qui testent des hypothèses de structuration temporelle. Donc on regarde par exemple comment ces évaluations cognitives sont traitées au niveau central en utilisant des méthodes qui permettent, l'électroencéphalographie, qui permettent de vraiment avoir un timing extrêmement précis à la milliseconde près de ce qu'est en train de réaliser le système nerveux central. Et donc on a pu démontrer qu'il y avait toute une dynamique de ces évaluations cognitives, donc l'interprétation, mais aussi toute une dynamique sur comment donc, le rythme cardiaque est changé de manière très rapide. Donc les réponses cutanées ou les réponses respiratoires, etc., sont très rapides lors de l'interprétation. Interprétation, il faut aussi le préciser peut-être, qu'elle n'a pas besoin d'être explicite et conscientisée. C'est-à-dire, vous avez des réseaux de neurones qui codent pour la pertinence, par exemple, indépendamment de votre capacité à détecter la pertinence. Et ces éléments non conscients qui vont moduler les réponses corporelles, ces réponses corporelles vont être ensuite représentées au niveau central, par exemple dans les cortex somatosensoriels, insulaires, qui va vous permettre de prendre conscience que vous avez eu un changement corporel et donc générer un changement de sentiment, un feeling. Donc la dynamique temporelle, elle est absolument centrale dans ces mécanismes. Il y avait une question, alors là-haut d'abord, et puis ensuite ici. La prise de décision se fait-elle dans les lobes frontaux? On dit que nos intestins recèlent des neurones. Sont-elles complémentaires dans nos intestins, dans nos émotions? En tout cas, il s'ensuit de vives douleurs. Vous avez cité le singe. A-t-on recherché, pour affiner la connaissance, des rapports entre animaux, entre eux? Moi, je crois qu'en fait, il voulait parler du rôle des intestins dans la prise de décision. C'était ça, hein, le lien entre les neurones qu'on pourrait avoir dans l'intestin et puis la prise de décision? C'était ça le sens de votre question, juste pour être sûr? Ouais, d'accord. Alors, oui, donc c'est vrai que une des découvertes relativement récentes en neurosciences et qui a beaucoup intéressé les chercheurs, c'est cette idée selon laquelle il y aurait l'équivalent de neurones
dans l'estomac, l'intestin, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et de nombreux chercheurs maintenant s'intéressent aux interactions, aux liens entre ces neurones qu'on aurait dans l'estomac et puis les neurones que l'on a dans le système nerveux central. Il y a pas mal d'hypothèses, notamment il y a beaucoup d'études chez le rat dans lesquelles ils ont manipulé la probiotique de ces animaux et qui montrent des effets sur l'humeur, par exemple. Et donc, il y a de plus en plus de recherches maintenant qui se tournent vers l'humain pour voir si, avec des manipulations, par exemple antibiotiques versus probiotiques, on pourrait, en modifiant la flore intestinale, modifier l'activité de ces neurones du système digestif, qui pourrait avoir, de par une interaction, un effet au niveau du système nerveux central et puis, pourquoi pas, de la prise de décision. Peut-être juste un commentaire là-dessus. De toute façon, ces neurones une partie des neurones sensoriels qui traitent l'information des mouvements gastriques, du péristaltisme, etc., sont à l'origine de ce sentiment de serrement de ventre que vous avez, de modifications physiologiques, qui, représentées au niveau central, sont de l'information pour prendre vos décisions. Donc il y a toute une série de travaux qui montrent que prendre une décision, on n'est pas des êtres rationnels, mais des êtres qui, justement, utilisent les réactions corporelles, qui peuvent être implicites, qui peuvent être incidentes, et qui vont renseigner le système sur la bonne option à choisir. Donc il y a ces deux aspects, je pense, sur ces recherches. Il y avait une question. Oui. J'ajoute juste un petit mot rapidement parce que ta réponse m'a fait penser à encore autre chose. Il y a une théorie en psychologie des émotions qui date des années 60, qui est très intéressante, qui a connu beaucoup de développement. Et l'origine de cette théorie, c'était l'idée selon laquelle, quand on a des informations, comme le décrivait Didier, qui viennent par exemple de l'estomac et du système digestif, et qu'on a éventuellement un nœud dans l'estomac, on peut interpréter de plusieurs manières cette activation interoceptive, donc de la perception de son propre corps, de son corps intérieur, soit comme étant une réaction émotionnelle, soit comme étant simplement un signal de faim, par exemple. Et il y a eu des théories qui ont été développées ensuite, qui essayent d'expliquer, par exemple, certains troubles alimentaires, avec l'idée selon laquelle on fait une mauvaise attribution de son activation digestive, en pensant que c'est un signal de faim, alors qu'en fait, c'est un signal qui serait lié à une réaction émotionnelle. Alors, monsieur là-bas, oui. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai deux questions qui sont liées. La première, j'ai entendu qu'il y a 7 émotions de base, comme la peur, la tristesse. Il y a vraiment 7. Quelles sont ces émotions de base? Et deuxièmement, dans la présentation du professeur Sander, il a dit que l'émotion peut influencer 3 choses, 3 éléments: l'attention, la mémoire et la prise de décision. Est-ce que ça peut aller aussi à l'inverse? Ça veut dire que ces 3 choses peuvent influencer l'émotion? Merci. Merci beaucoup pour vos 2 questions qui chacune pourrait nous prendre la prochaine demi-heure, qui sont très intéressantes. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre d'émotion de base, et je réponds sur attention à la mémoire. Oui, alors il y a toute une série de travaux, c'est ce que j'ai évoqué aussi avec les recherches sur l'expression faciale, cette idée que vous avez 5-6 grandes émotions: peur, joie, tristesse, dégoût, colère et surprise. Et donc, qu'il y aurait une sorte de prédisposition du système à répondre de manière prototypique à certaines situations, menaces, qui va correspondre à la peur, agression, etc. Il y a eu des recherches interculturelles qui, jusqu'à ces 2 années passées, montraient qu'il y avait vraiment une sorte d'universalité de ces émotions. En tout cas, allaient dans le sens d'une universalité, comme il y a aussi des évidences en éthologie sur les réactions comportementales stéréotypées de certains animaux à certaines situations. Donc ça allait dans ce sens-là. Et puis, il y a eu 2 travaux particulièrement qui ont remis en question, en tout cas le bien fondé dans une version extrême de ces émotions discrètes. C'est une étude qui a été faite particulièrement, je pense à une qui a été publiée récemment, qui a été faite en Mélanésie, donc au même endroit qu'Ekman avait fait son étude en montrant l'universalité, et qui a montré qu'une expression faciale de peur que nous, classiquement, on attribue à la peur, était perçue par ces peuplades comme de l'agression. Et donc là, il y a une différence culturelle énorme
entre peur et agression qui a étonné tout le monde, c'est-à-dire ça fait un gros papier, parce que tout le monde pensait jusqu'à maintenant que c'était une sorte de pattern de réponse prototypique. Donc ils ont trouvé pareil, c'est-à-dire ils ont trouvé que la joie et la tristesse étaient universelles. Il n'y a pas d'évidence que là il y aurait des différences culturelles importantes. Il y a tout le temps des différences culturelles, mais fondamentales. Par contre, la peur a surpris tout le monde, donc maintenant tout le monde s'est jeté sur ces travaux pour mieux comprendre comment un système culturel peut tellement modifier ce qu'on considère comme une réponse surapprise, presque réflexe, de certaines émotions, à certaines situations. La deuxième question. Ouais. Oui, alors la deuxième partie qui était le rôle inverse de l'attention, de la mémoire, de la cognition dans l'émotion. Alors vous avez absolument raison, et c'est un petit peu pour ça que j'ai tellement parlé du rôle de l'évaluation cognitive et de l'interprétation, c'est-à-dire que pour évaluer, donner une valeur à une situation, eh bien on va utiliser notre mémoire, notre attention. C'est le fameux exemple de la Madeleine de Proust, si vous voulez. Dans l'olfaction, c'est un des sens pour lequel c'est particulièrement présent, c'est-à-dire qu'on va reconnaître une émotion dans une situation de par ce qu'on aura déjà vécu et notre expérience passée. Donc en fait, notre mémoire va jouer un rôle très très fort pour évaluer certaines situations. Pour ce qui est de l'attention, il y a des techniques justement de régulation des émotions, si on pense à la méditation pleine conscience, la mindfulness, etc., qui jouent beaucoup sur des aspects attentionnels et de concentration ou de distanciation vis-à-vis de la situation. Et plus on focalise notre attention sur une situation, bien plus probablement sa signification émotionnelle va être forte. Donc absolument, il y a des liens très forts en retour également, qui sont même... c'est vrai qu'une manière dont j'aurais pu conclure personnellement ma présentation, c'était de dire que la cognition est à l'origine de l'émotion et l'émotion a un effet sur la cognition. Mais une cognition qui peut être automatique, absolument. Ok, une question, alors ici et puis ensuite là-bas. Bonsoir, j'aurais bien voulu savoir si vous savez quels sont les nœuds neuronaux qui vont attribuer une somatisation précise, par exemple à la peur au niveau de la poitrine, un effet sur la respiration. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, quel est le rôle de l'hippocampe, selon vous, dans ces processus-là ? Donc merci pour votre question. Pour la première partie, en effet, il y a toute une série de recherches sur les représentations qu'on appelle interoceptives, c'est-à-dire la capacité du système de représenter son propre état. Et là, l'insula, qui est une région située dans les lobes temporaux, enfouie dans les lobes temporaux, est une région cruciale. C'est-à-dire, si vous la stimulez, vous avez des sensations épigastriques, vous avez des sensations de précipitation cardiaque, de la difficulté à respirer, même si, de manière objective, il n'y a pas ces symptômes-là. Et donc, se représenter l'état corporel et les effets émotionnels, c'est une construction, une représentation qu'on construit. À l'instar de notre... on a l'impression que notre corps, il est réel, je ne vais pas dire que notre corps n'est pas réel, mais c'est une construction neuronale au même titre que la perception visuelle, par exemple. Et donc la sensation épigastrique, proprioceptive, somatosensorielle est aussi une construction. Ça a été montré ça dans toute une série de travaux. Donc les nœuds qui correspondent à ces modulations corporelles sont principalement l'insula et les régions somatosensorielles. Il y avait la question sur le rôle de l'hippocampe. Allez, vas-y, je te sens parti. Alors l'hippocampe, c'est une région centrale dans la capacité de faire du lien entre un contexte, et dans ce qui nous intéresse ici, dans un contexte et un état corporel. Et donc l'hippocampe, c'est une région massivement impliquée dans la mémorisation. Donc dans la capacité d'établir des liens entre un état corporel, une agitation, et un souvenir, par exemple ce fameux attentat de 2000. Et ces états corporels sont encodés au niveau hippocampal et vont pouvoir être
rappelé par une simple similarité d'une situation. C'est-à-dire que, et ça c'est très classique dans les attaques de panique, donc les gens vont réactiver, enfin les gens, c'est pas volontaire, donc le système, pardon, va réactiver un état corporel d'angoisse à l'évocation dans des éléments de la scène traumatique initiale. Et ça, c'est un élément qui est très fonctionnel pour se rappeler des choses plaisantes, mais qui évidemment peut devenir totalement dysfonctionnel dans le contexte, par exemple, des troubles anxieux ou des attaques de panique. On va prendre encore 2 questions. Donc il y avait une question, c'était là-bas au fond, voilà, et puis il y a une autre question ici après. Voilà. Bonsoir. Juste une question. En tant que parents, on constate que les enfants ont un développement intellectuel qui tend vers une maturité. Maintenant, il nous semble que les enfants ont une pleine capacité, même des fois des nouveau-nés, une pleine capacité au niveau émotionnel d'exprimer de la colère s'il n'a pas l'attention nécessaire. Est-ce qu'il vous semble que le système affectif et émotionnel connaît aussi un développement qui tend vers une maturité à l'instar du niveau intellectuel, ou est-ce que, disons qu'à la naissance, on a déjà le package complètement qui est fait et que c'est uniquement le développement cognitif qui va, modifier la perception et les réponses? Merci. Alors, je dirais qu'il y a clairement une maturité qui se fait aussi chez les enfants. Alors là où elle est assez évidente, c'est dans les compétences de régulation, par contre, de ses propres émotions. C'est-à-dire qu'on le vit tous comme parents, un tout jeune enfant aura du mal à réguler lui-même ses propres émotions. Et donc la régulation qu'on appelle parfois intrapersonnelle, c'est-à-dire réussir soi-même à changer ses émotions, par exemple en réinterprétant, est très difficile avant peut-être 3, 4, 5 ans. D'où l'importance d'avoir une régulation interpersonnelle, c'est-à-dire c'est aux parents de réguler finalement les émotions de leurs enfants. Donc d'un point de vue de la régulation, c'est très clair. L'autre aspect où il y a une très très grande maturation et qui continue chez nous, je dirais, au cours de la vie, c'est ce que moi j'appelle, si vous voulez, les émotions rationnelles. C'est-à-dire l'idée que les émotions sont en fait justifiées. Donc quand vous êtes face à une situation, vous allez l'interpréter d'une certaine manière, ou lui donner une certaine valeur, et c'est ça qui va déclencher l'émotion correspondante. Je prends un exemple. Didier parlait tout à l'heure de la peur, qui est une des émotions les plus étudiées. Ce serait l'évaluation d'un danger. Et on va en fait, au fur et à mesure de notre vie, être capable de mieux en mieux d'estimer les risques, d'évaluer un danger dans telle ou telle situation. Et c'est cette évaluation du danger qui en fait sera à l'origine d'une réaction de peur ou non. Dans le domaine artistique, c'est peut-être un des domaines les plus évidents, c'est-à-dire qu'on va affiner nos valeurs esthétiques. Et puis, on va, de la manière dont on évalue certaines situations, la musique classique par exemple, certaines personnes deviennent extrêmement intéressées et ont des émotions très fortes face à la musique classique ou à l'opéra, seulement très tard dans leur vie, parce qu'on a un processus qui va arriver à maturation. Donc, en tout cas, pour tout ce premier processus de déclenchement, il y a une maturation immense qui se fait. Pour la régulation, il y a une maturation immense qui se fait. Ensuite, pas seulement pour les émotions elles-mêmes, mais pour le type d'émotion que l'on va ressentir. Il y a beaucoup d'études en psychologie du développement qui s'intéressent à savoir à partir de quand est-ce qu'un enfant peut ressentir de la honte, de la culpabilité, de l'embarras, de la fierté, etc. Donc les émotions dont vous parliez, comme la colère ou la peur, peut-être seraient là très tôt, mais on pense que d'autres émotions pourraient arriver seulement un petit peu plus tard dans leur pleine expression. Voilà, une dernière question là-bas. Voilà. Oui, merci aux 2 orateurs, là, c'était vraiment passionnant. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est scientifiquement démontré, quelle qu'en soit la raison, mais qu'il y a une différence dans le déclenchement ou dans la régulation ou dans l'impact des émotions sur les hommes et sur les femmes? Ou est-ce que c'est juste une question incorrecte? On était sûr d'avoir ça. Alors, c'est en tout cas pas une mauvaise question, parce que c'est une question qu'un très très grand nombre de nos collègues se posent dans la recherche sur les émotions. Donc, c'est vrai que c'est une grande question. Alors, une difficulté peut-être, c'est que les résultats que l'on peut obtenir dans telle ou telle étude ne sont souvent pas des résultats qui vont dans le même sens ou qui sont reproductibles, comme on dit en sciences.
C'est vrai que les quelques méta-analyses qui existent, c'est-à-dire des méta-analyses, ce sont des études dans lesquelles on regarde ce qu'ont fait les autres études et on voit s'il y a des tendances qui se dessinent, ce qui est un peu votre question. Et globalement, pour des tâches, par exemple, de reconnaissance des émotions, telles que les tâches dont parlait Didier, les femmes, ça ne va pas vous surprendre, ont tendance à être peut-être un petit peu meilleures. C'est dit. Mais la taille des faits, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'elles sont meilleures, si vous voulez, est quand même très faible. Et on trouve toujours, évidemment, quelques hommes qui vont avoir des meilleures performances que la moyenne des femmes. Mais c'est vrai que globalement, si vous voulez une réponse aussi rapide, ce serait que oui, il semblerait que dans certaines tâches émotionnelles, on trouve une supériorité, en tout cas dans la reconnaissance des émotions pour les femmes. Voilà, donc je remercie nos intervenants et puis je vous donne rendez-vous les prochains soirs pour les autres conférences.